Retraité à 40 ans, palmier, cocktail à la main. Si c'est l'image qui vous vient en tête quand on parle du mouvement FIRE, vous n'avez que la moitié de l'histoire, et probablement pas la bonne moitié. Aujourd'hui, on démonte ce mythe. Et surtout, on voit comment l'adapter à votre situation sans finir obsédé par l'argent. C'est parti! Pour ceux qui découvrent ce sigle, FIRE signifie Financial Independence Retire Early. La retraite anticipée par capitalisation. Ce mouvement a été popularisé aux États-Unis par des figures comme Mr. Money Moustache de Peter Adoney. Son histoire, il débuta comme ingénieur avec un revenu de 134 000 $ avec sa femme. Ils vivaient frugalement, investissant la majorité de leur salaire net pendant leurs années de travail. À 30 ans, en 2005, il fit le pari fou de partir à la retraite avec 600 000 $ investis sur un portefeuille boursier et une maison sans hypothèque évaluée à environ 200 000 $. Aujourd'hui, si on se base uniquement sur ces investissements, sa valeur nette d'inflation atteindrait environ 1 875 000 $, sans y avoir touché. Ici, il s'agit d'avoir une réflexion sur notre rapport à l'argent, qui sera plus ou moins extrême selon les profils. Plutôt que de vous sortir une liste de définitions qui vont vous sortir par une oreille avant même d'être rentré par l'autre, je vais vous présenter 3 personnes. Bill, Bernard et Alice. 3 profils différents et 3 façons de voir le FIRE. Ils ont tous les 3 un point commun. Ils ont accumulé chacun 1 million d'euros. Ils l'ont investi à 80% sur un ETF World et 20% sur un ETF Emerging Market. Ils ont chacun atteint un rendement net d'inflation entre 5 à 7% par an. Bill et Bernard, ils ont exactement le même parcours. Ils ont commencé à 20 ans, ils ont chacun investi 1 000 € par mois et le million a été atteint à 48 ans. Ce qui va les différencier, c'est leur objectif. Bill, lui, il veut arrêter complètement de travailler. On va le définir comme le lean FIRE. Bernard, lui, il veut juste ralentir, garder un mi-temps et un lien social. Lui, ce sera le barista FIRE. Alice, elle, c'est le fat FIRE. Elle a commencé à 25 ans, à la fin de ses études. Elle a gagné rapidement 5 000 € par mois et en investit 3 000 par mois. Résultat, elle atteint le million à 41 ans, soit 7 ans plus tôt que les 2 autres. Et son objectif ? Vivre sans aucune limite de dépenses, à partir de 5 000 € par mois de rente pour remplacer son salaire. C'est le cas le plus rare qu'on met souvent en avant. L'image du rentier sous les cocotiers, ça va être elle. Maintenant qu'ils ont chacun leur million, une question va se poser. Comment vivre de ses rentes sans épuiser son capital ? Et c'est là qu'intervient la règle des 4%. En 1990, William Bengen, planificateur financier, qui est l'équivalent d'un gestionnaire de patrimoine en France, établit la règle des 4%. Retirer chaque année 4% de son portefeuille pour vivre dessus. Ces recherches ont été validées par la Trinity University. Avec des retraites qui durent aujourd'hui plus longtemps, on vise plutôt un taux prudent entre 3,3 et 3,8%. Mais on va revenir à notre cas, Bill, Bernard et Alice. Avec leurs millions chacun, ils peuvent retirer 40 000 € par an. Après la déduction de la flat tax qui s'élève à 31,4%, leur rente s'élève environ à 1 550 € net d'inflation et de fiscalité par mois. Pour Bill, qui visait 2 000 € net, il lui faudrait 3 à 4 ans supplémentaires. Pour Bernard, qui visait 1 000 € de complément, il a atteint son objectif. Et il a même une marge de sécurité en cas d'imprévu. Alice, en revanche, elle visait 5 000 € net par mois. Elle se rend compte qu'il lui manque encore 3 000 €. Et pour aller les chercher, il lui faudra environ 9 ans de plus pour vraiment atteindre son objectif. Si tu apprécies cette manière de démontrer les chiffres plutôt que de juste balancer des concepts, c'est exactement ce que tu vas retrouver sur cette chaîne. Alors abonne-toi pour ne rien manquer. Et c'est là tout l'intérêt de cet exemple. L'objectif, c'est pas de savoir qui a le mieux réussi. Bill, Bernard et Alice n'ont pas le même point de départ, certes, mais surtout, pas la même vision de leur vie future. Ce qui compte, c'est que nous déterminons nous-mêmes notre propre jauge pour atteindre nos objectifs. Et attention, ce calcul part du principe qu'on garde toujours cette capacité d'épargne, sans imprévu et sans perte d'emploi. Alors oui, la méthode est mathématique, mais il faut bien ramener les choses à la réalité. La vie, elle ne se résume pas à des projections chiffrées. Maintenant qu'on a un aperçu de ce qu'est la philosophie du FIRE, pourquoi ça s'est popularisé ? Est-ce un phénomène sociétal ou un simple retour aux sources ? On va pas se le cacher. La situation économique actuelle est anxiogène pour tout le monde, notamment notre génération. Entre l'inflation qui augmente d'année en année, des États qui ont un budget servant désormais en majorité à rembourser une dette infinie, une société de surconsommation et des choix dictés en majorité par la pression sociale, et sans compter la peur de l'avenir. On sent qu'il y a un petit truc qui change, que les règles changent, et on va naturellement chercher une solution pour se sécuriser. Ce qui fonctionnait pour nos parents, travailler, s'endetter sur 15 ans et construire notre vie, ça fonctionnait dans une économie stable et croissante. Aujourd'hui,
On peut s'endetter, non pas pour 15 ans, mais pour 25-30 ans, et on a peu de marge de manœuvre pour construire une famille. Si on fait ce choix-là, on construit une vie de galère sans être sûr de pouvoir la tenir. Ou alors, on sacrifie une partie de sa vie pour s'en sortir. Ça donne pas vraiment envie, oui. Et en plus de ça, les nouvelles générations, notamment suite à la post-Covid, ont laissé émerger un facteur essentiel pour notre épanouissement. Celle de redonner du sens à sa vie dans un monde qui est en constante évolution et qui nous attend pas. Avec tous ces paramètres, la question elle est légitime. Qu'est-ce que je veux réellement et comment trouver ce juste équilibre qui me convient? Se poser des questions, c'est vouloir prévoir la direction qu'on décide de suivre. Et la pression sociale dont on parlait auparavant a une part vraiment importante dans notre vie. Mais faut comprendre, on a l'exemple d'une génération pour qui un schéma a fonctionné et il est plus confortable de suivre des habitudes qui ont fonctionné. Et encore, commencer la vie active, se marier, acheter un bien immobilier, avoir des enfants, illustrer sa réussite à travers des biens matériels. Le besoin de reconnaissance a pris plus de place que nos besoins primaires. On est prêt aujourd'hui à s'endetter sur plusieurs années pour des dépenses qui nous procurent davantage de dopamine que de bonheur réel. On ne sait même plus ce que ça veut dire. On va faire un test. Avez-vous déjà essayé de vous poser cette question? Qu'est-ce qui me plaît vraiment? Vous n'avez pas de réponse? Ça déboussole, mais c'est normal. Dans une société où la technologie s'améliore de plus en plus pour cibler de mieux en mieux nos besoins, même si on en a conscience, ça nous affecte à moindre mesure et nous détourne sur qui nous sommes réellement et ce qu'on vise à atteindre. La question de sens ne naît pas d'une lubie, elle naît d'un environnement qui nous surcharge d'informations. Et se recentrer, ça n'a jamais été aussi essentiel. Et se poser des questions, c'est peut-être ce qui va vous permettre de choisir une vie qui va vous correspondre tout en évitant les pièges de cette pression sociale. Ne pas subir chaque mois en ne pouvant plus payer ses factures. Ne pas choisir un travail contraignant qui va abîmer votre capital santé, mental comme physique. Et oui, l'argent c'est qu'un outil parmi tant d'autres. D'avoir du temps libre pour en disposer comme tu le souhaites. Et ça va nous ramener à l'adage suivant. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et l'argent en soi, c'est pas un objectif à atteindre. On rencontre tellement de personnes qui courent après l'argent au détriment de tout le reste. Leur famille, leurs amis, et surtout ce qu'ils aspiraient à être au départ. Alors ça peut correspondre à certaines personnes, mais pas la majorité. Quand on parle d'un retour aux sources, on se base sur une époque où la publicité n'avait pas autant d'impact sur nous, surtout avant Internet. Pour ça, on a beaucoup à apprendre de la génération de nos grands-parents, surtout sur leur manière de voir la vie. Comme par exemple, être reconnaissant de ce qu'on a aujourd'hui, ou encore, ne pas combler un vide par la consommation, ou même dans un monde où on délègue tout, faire les choses par soi-même, apprendre, créer de vraies relations, vivre l'instant présent et être en paix avec soi-même. Je sais pas vous, mais je trouve ça quand même dingue qu'aujourd'hui, dans une civilisation où on est censé évoluer avec le temps, on diminue notre bien-être pour du matériel. Alors c'est peut-être que moi. Et toutes ces manières de regarder la vie, ça n'a pas de valeur fiduciaire. Et bien sûr, on n'a pas eu tous cet exemple de nos grands-parents, mais je parle d'une époque où si tu as ton frigo plein, un logement, et que les personnes importantes autour de toi sont en bonne santé, en réalité, t'as déjà beaucoup. Et sincèrement, en ayant commencé à réfléchir de cette manière, j'ai vraiment eu l'impression d'être marginal dans une société qui me correspondait pas. Mais avec du recul, ça m'a permis de trouver une place, malgré tout, dans une société que j'avais du mal à comprendre. Mais à un détail près, je choisis mes règles et mon scénario. Alors ça va être un peu inconfortable, mais en premier lieu, pour créer son scénario, va falloir se poser une question qui est essentielle. Qu'est-ce qui me plaît vraiment et qu'est-ce qui a du sens pour moi? Ça va te permettre de déterminer un objectif propre à toi-même et auquel tu vas te tenir. Tu vas accepter les difficultés. Tu accepteras les moments de doute parce que cet objectif, c'est toi qui l'as choisi et il est clair. On va parler souvent de sommes à atteindre, mais jamais de ce qu'on va faire avec. Et c'est en là que va résider notre manque d'éducation financière. C'est comme demander à un agriculteur de prendre une moissonneuse-batteuse pour l'utiliser sur 1 mètre carré de surface. Ça a pas de sens. J'exagère, mais c'est la vérité. Une fois cet objectif fixé, c'est plus simple de mettre en perspective les choses à mettre en œuvre. Comme par exemple, identifier de combien tu as réellement besoin pour vivre par mois. Et pour ça, il va exister une multitude d'astuces sur les réseaux pour l'optimiser. Mais il y a 2 postes qui vont vraiment limiter ta capacité d'épargne, surtout si tu as un revenu modeste. Le premier poste, ça va être ton logement. Pour te donner un indicateur, dans les pays riches, le logement moyen partagé entre 2 et 2,5 personnes est de 130 à 200 mètres carrés. Ça va compter bien évidemment la génération de nos parents et grands-parents. Dans les pays les moins riches, 3 à 5 personnes vont se partager, accroche-toi bien, entre 20 et 40 mètres carrés. Alors je dis pas qu'il faut habiter dans les mêmes conditions précaires, mais on a tendance à vouloir trop d'espace et un juste milieu peut permettre de t'aider à atteindre cet objectif que tu t'es fixé. Du moins, pendant plusieurs années. Pour un couple, habiter dans un 35 à 40 mètres carrés est en réalité possible.
Alors bien sûr, ça va pousser à t'organiser, faire des compromis. Mais si l'unique moteur, ça va être de te comparer aux autres en se disant qu'on est en retard, bah désolé de te l'apprendre, mais c'est la pression sociale qui va prendre le dessus sur ton objectif. Pour te donner un exemple, j'habite à Rennes. Et en regardant le prix moyen des biens, j'ai trouvé ces 3 moyennes, pour 3 logements avec une surface différente. Un 35 mètres carrés, ça va être en moyenne 660 € par mois, charges comprises. Un 40 mètres carrés, on va se retrouver à 720 €, charges comprises également. Et un 70 mètres carrés, on dépasse les 1000 € par mois, charges comprises. En gardant la situation du couple, c'est un choix qui pèse lourd si vous avez un objectif commun à atteindre, parce qu'il peut littéralement vous libérer 400 € par mois de capacité d'épargne. C'est énorme. Le deuxième poste de dépense, ça va être ta voiture. Si t'en as la possibilité, choisis entre les deux. Si tu es en campagne et que tu es éloigné de tout, il n'y a pas de sujet. À moins de te rapprocher de ton travail si c'est possible. Si tu es en ville, privilégie la marche, le vélo et les transports en commun. Pour te donner un indicateur, une voiture représente en moyenne en 2026 5 250 € par an de dépenses, en comptant l'énergie, l'assurance et les réparations. Et parfois, un emploi payé au SMIC est plus avantageux qu'un emploi payé 400 € de plus qui nécessite l'utilisation de ton véhicule. Lors d'un gros achat, prends du recul et pose-toi cette question. Est-ce un plaisir immédiat ou c'est nécessaire pour atteindre mon objectif ? Ça peut te permettre de vraiment choisir ce qui t'apporte du bonheur plutôt que d'essayer de combler un manque. Tu peux considérer qu'il est gros à partir du moment où il va représenter plus de 20% de ton revenu. Si tu gagnes 1200 € par mois, en réalité, ça va être plus de 240 €. La troisième étape, ça va être de choisir son travail. Une fois que tu as optimisé ces deux dépenses, tu vas pouvoir plus librement choisir ce travail, qui ne va pas nécessiter un sacrifice que tu ne souhaites pas. Tu vas rendre ce choix possible grâce à ce scénario que tu te construis. Dis-toi que les maladies liées au travail n'arrêtent pas de croître. Selon un rapport d'Amélie, les troubles musculo-squelettiques, en 2023, ont augmenté de plus de 7,3%, et en 2024, 6,7%. Les maladies psychiques reconnues de 2020 à 2024, plus de 115%. Accroche-toi bien, dont 73% liées à une dépression. Clairement, les maladies psychiques sont de plus en plus reconnues, au point où même les assureurs le considèrent comme un risque pour l'assurance emprunteur, et exigent désormais des garanties complémentaires obligatoires, comme le dos et les psychiatres. Le fait de pouvoir le choisir, c'est aussi réduire au mieux les risques auxquels tu t'exposes en travaillant. Si c'est pour travailler et avoir de gros salaires et au final mettre en jeu sa santé, ça va amener à une autre question. Combien vaut ma vie en valeur pécuniaire? Et cela est-il réellement rentable en termes de temps perdu, de rééducation ou de reconstruction? Pour moi, c'est ici que le choix de la frugalité devrait faire sens. Prendre soin de soi du mieux qu'on peut est certainement le plus gros gain que l'on puisse avoir. Et ce scénario, il est propre à chacun et correspond à nos propres aspirations. Il ne va pas y avoir de bonne ou mauvaise manière de faire, simplement une prise de recul pour savoir si ça nous correspond. En réalité, FIRE est né d'un questionnement sur un chemin différent de celui que la pression sociale va nous imposer comme unique vérité. Après ces explications, on peut comprendre que le mouvement FIRE cherche à nourrir un objectif qui va nous ressembler, et même de vivre un mode de vie qu'on a choisi. On a tous une situation différente, des aspirations différentes, mais c'est en ça que va résider la force du FIRE. L'argent n'est qu'un outil, on l'utilise comme bon nous semble. Gardons en tête que l'objectif peut évoluer car la vie, elle n'est pas linéaire. Elle est faite d'expériences qui façonnent notre point d'arrivée. Et c'est avant tout le chemin qu'on choisit qui va donner du sens au sommet qu'on s'est fixé. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner pour regarder plus de contenu de ce genre. Et vous avez également accès à toutes les sources sur lesquelles je me suis basé pour réaliser cette vidéo. Le lien va être sous la description. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.